Bonjour. Aujourd'hui est un autre jour. Aujourd'hui, je fais cette vidéo beaucoup plus d'abord, dans un premier temps, pour sensibiliser les parents, pour attirer l'attention des parents sur les déboires subis par les enfants, parfois dans leur domicile même, parfois chez les oncles, parfois chez les tantes, parfois dans les églises, parfois dans les mosquées, partout où les enfants vont souvent, parfois chez leurs amis. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons partager ce qui s'est passé depuis un certain temps. Il y a un ensemble de faits qui est en train de nous donner des sueurs froides. C'est l'assassinat des enfants. Il faut vous faire suivre. Pour ceux qui ont les âmes sensibles, faites attention s'il vous plaît. Je vais montrer des choses qui vont peut-être... Ça peut être traumatisant, mais s'il vous plaît, si vous êtes sensible, ne regardez pas. Sautez. Mais je vais faire passer des vidéos qui vont vous faire comprendre que le cas de Divine Mbaga à Tangana n'est pas un cas isolé. Depuis un certain temps, il y a comme l'assassinat des jeunes enfants. Suivons un peu. On va revenir bien après pour faire une analyse. Suivant. Voici donc la piste du crime, le chemin qui aurait conduit la petite Divine dans l'au-delà, selon les témoignages de sa famille. Ce qui se passe en rentrant de l'école, c'était vers, je crois, 14 heures. Quand elle rentre, je ne me sentais pas bien. C'est là que Samuel lui demande que est-ce que tu as pris ta glycémie le matin? Elle ne répond pas. Maintenant, Samuel prend son appareil pour mettre sur sa main, ça ne s'allumait pas. On l'amène donc à l'hôpital. Ça va qu'on prend sa glycémie. Et effectivement, la glycémie était élevée. Maintenant, sa maman lui dit donc, ok, comme tu veux toujours déranger les gens, je vais te taper. En temps, on ne la tape même pas à la maison parce qu'on connaît son état de santé. On ne la tape pas. On ne l'a jamais tapé depuis qu'on a su qu'elle est comme ça. Et vous savez donc, ce remède-là, ça se conserve frais. Le remède était au congélateur. Sa mère entre donc pour prendre le remède, pour poser, pour que ça se refroidisse. Elle a cru que sa mère partait par la chocotte pour la taper. C'est comme ça qu'elle prend fuite. Quand elle prend fuite comme ça, bon, on se dit que non, elle pouvait... À la maison, il était venu me chercher, je n'étais même pas là. Je suis parti encore, il était encore sorti jouer le ballon au stade. C'est maintenant que je vois les bruits, j'entends les bruits, je descends maintenant. Il me dit que je viens, on vient un peu l'aider à porter le corps de Mbaga. On l'emballe dans le gras. On prend le tête de rayon, on couvre la tête avec pour qu'on ne voit pas jeter dans un autre chantier. Maintenant, je pensais même qu'il blaguait. Je ne suis pas monté, il est monté avec deux de mes camarades. Il a commencé à toucher Mbaga si elle vivait encore. Et puis il a mis sa tête sur sa poitrine, sur son cœur bas. Il a vu que mon camarade dit qu'elle ne vit plus. Le reste est là-bas, laisse-la là-bas, il veut partir te crailler. Et maintenant il a dit que si tu pars crailler, mon père va aussi te tuer. Maintenant, puis il a dit que, puis ils ont fui, ils sont partis maintenant commencer à appeler les gens. Maintenant, mon camarade a commencé à mentir que ce n'est pas son père qui a fait ça, que son père avait voyagé et eux étaient enfermés dans la chambre. Pourtant, quand son père était en train de faire ça, lui contrôlait si les gens venaient. Il contrôlait si les gens venaient. Puis maintenant, son père, quand son père a fini de faire ça, son père, jeudi, il est venu à l'école. On lui a demandé, il a dit que Mbaga est venu chez lui seulement pour boire l'eau. Maintenant, quand on part pour demander, il dit que elle n'est pas chez lui, qu'elle est seulement venue pour boire l'eau. Puis il dit qu'il ne connaît pas où elle est, qu'elle passait seulement. Puis maintenant, jeudi, c'est quand c'est jeudi soir qu'il est venu nous appeler qu'on vient l'aider à porter le corps. C'est que c'est quand il était à l'école que son père restait cassé son cou et c'est même. Donc quand vous êtes parti à l'école, elle vivait encore? Oui, elle n'était pas encore morte. Elle n'était pas encore morte quand on partait à l'école. Il dit que quand Mbaga est venu, Mbaga lui a dit qu'elle est venue dormir à l'école la nuit. Donc quand son fils est parti à l'école, Mbaga vivait encore. Donc c'est quand son fils était à l'école que son père s'est cassé le cou de Mbaga pour qu'elle meure. Oui. Et maintenant quand vous êtes rentré de l'école,
C'est quand on est rentré de l'école qu'il est venu nous appeler comme par l'aider à porter. Qui est venu vous appeler? C'est le père ou bien le fils du père? Le fils du père qui est venu vous appeler? Oui, quand vient l'aider à porter le corps. Et qui a demandé au fils d'aller porter le corps? C'est son père? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est son père qui a demandé. Il a dit qu'on vient porter au corps son père. Oui. Il avait tenu l'enfant comme ça, solidement. Les mains là, en serrant le cou d'enfant. Il se retrouve dans la cour. Et à ce niveau-là, il prend la course. Pendant qu'elle courait derrière lui, sa mère aussi, c'est-à-dire mon épouse, courait aussi derrière lui. Alors, là-bas, il prend une grande course. Il arrive là-bas, reculez un peu, voilà. Là où il y a la tache blanche. Voilà. Pendant ce temps, il court derrière lui. Il essaie de l'attraper. Il frappe l'enfant au sol. Violemment. Et il porte l'enfant. Quand il a frappé l'enfant au sol, l'enfant n'aime pas bouger. C'était que l'enfant était déjà inerte. Et il prend la course. Il monte. Bon, dès qu'il a frappé l'enfant au sol, mon épouse, Deminana Edelet, elle a donc porté l'enfant rapidement, dans l'espoir de sauver l'enfant, dans la direction. Suite à ma vidéo sur l'affaire Divine Bargaï, c'est avéré que le père de Divine est un ami d'enfance avec lequel j'ai gardé de très bons contacts jusqu'à aujourd'hui. On a fait le lycée à Yaoundé au Cameroun. Honnêtement, j'ai appris cette histoire, toute l'histoire, comme vous, sur les réseaux sociaux. Je ne savais jusqu'ici pas qu'il avait eu un enfant. Donc quand j'ai fait le lien, je l'ai contacté, présenté naturellement mes condoléances et puis on a naturellement échangé longuement. Il m'a donné sa version de l'histoire et c'est cette version que je m'en vais vous partager aujourd'hui. Alors, déjà pour vous remettre en contexte, le père de Divine, c'est un médecin formé à la faculté de médecine. Il a également réussi les concours militaires, l'EMIA, donc il est également un officier de l'armée camerounaise. Il a 30 ans, donc vous vous doutez bien qu'il a eu Divine à ses 18 ans. Alors il ne s'en cache pas d'ailleurs parce qu'à cet âge-là c'est compliqué. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a un enfant aussi jeune, on n'a pas forcément les moyens d'assumer parce qu'il vient d'une famille très modeste, je le connais personnellement, donc assumer pleinement tout ce qu'implique d'être père, ça peut être très compliqué. Mais c'est important de dire également qu'il n'a jamais nié son enfant, il n'a jamais disparu. Et d'ailleurs la famille maternelle de Divine lui avait d'ailleurs donné son nom. Alors, comprenez bien, il s'appelle Atangana. Normalement, c'est un fait qui devait couper court à beaucoup de choses qu'on dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que chez les Bantous, dans la culture Bantou, on ne donne pas son nom à un enfant qu'on abandonne. C'est un acte de reconnaissance. Et d'ailleurs, les échanges qu'il m'a partagés prouvent le contraire. Du moins, j'ai l'intime conviction qu'il n'est pas le père irresponsable qu'on présente aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Maintenant, on dit sur les réseaux sociaux qu'il n'a jamais pris soin de l'enfant. Alors lui, il m'a dit le contraire et pas juste des mots, il me l'a prouvé en m'envoyant des factures, des conversations avec la mère de Divine. D'ailleurs, je vais vous les montrer ici. Voici d'ailleurs certaines captures d'écran des conversations entre lui et la mère de Divine. Et là, vous pouvez lire vous-même que la mère de Divine le remercie, elle le remercie explicitement de prendre soin de leur fille. Et lui, il répond naturellement, c'est normal, c'est son devoir en tant que père. Là, ce ne sont pas mes interprétations, ce sont les mots qui sont utilisés dans leurs échanges. Alors, il a également régulièrement payé les frais de scolarité de Divine. D'ailleurs, si on regarde ce message-ci, vous voyez que la mère de Divine lui réclame la quatrième, je sais pas, la dernière tranche en tout cas de scolarité. Alors pourquoi est-ce qu'elle réclame la dernière tranche? Très probablement parce qu'il a payé les autres tranches, parce que on ne demande pas à quelqu'un de payer une tranche si la personne n'a pas payé les tranches d'avant, du moins de cette manière-ci. Ça n'a tout simplement pas de sens. Et les autres factures liées à la santé de l'enfant, parce que l'enfant avait des problèmes de santé également, un problème de santé qu'il y a dans la famille. C'est d'ailleurs lui qui souvent gérait ces frais-là. D'ailleurs, je vous montre quelques reçus ici qu'il m'a envoyés. Et ensuite, dès le premier jour de la disparition de Divine, parce que c'est sa mère qui avait voulu taper Divine, mais elle, je ne vais pas entrer dans les détails ici, c'est pas très pertinent pour la suite de l'histoire. Mais dès le premier jour de la disparition de Divine, il a été informé. Vous pouvez d'ailleurs le voir sur cet échange-ci. Et c'est lui ensuite qui a amené l'enfant à la morgue.
c'est lui qui a payé et signé les rapports d'autopsie lorsqu'elle a été retrouvée décédée. C'est lui qui a pris tout en charge, c'est-à-dire, vous pouvez voir ici, que ce soit les factures, à la morgue, l'autopsie, l'avocat, tout, c'est lui qui paye. Donc, à chaque étape, c'est lui qui est consulté, même lorsqu'il faut voir le procureur de la République, j'en parlerai d'ailleurs un peu plus tard. Et quand il voit donc plus tard que le suspect est entre les mains de la police et que rien ne bouge et que 6 jours plus tard, 6 jours, le gars est détenu et que la procédure n'avance pas, c'est lui qui prend un avocat. Donc, l'avocat saisit le procureur de la République et le procureur de la République donne maintenant l'ordre à la gendarmerie d'aller récupérer le suspect pour mener les auditions correctement. D'ailleurs, voici le document. Vous pouvez voir, il est signé. Naturellement, je cache certaines informations personnelles, sensibles. Mais le document est signé du procureur de la République daté du 27 mars 2026 avec son nom comme plaignant. Donc, pendant que sur les réseaux, on le présente comme un père absent, lui, il est littéralement chez le procureur en train de pousser l'enquête vers l'avant. Et c'est là qu'il y a vraiment un grand décalage entre l'histoire qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on entend sur les réseaux sociaux, et la réalité que lui il présente avec ses preuves, bien entendu. Alors, forcément, la question se pose. Pourquoi est-ce qu'on entend cette version seulement maintenant? Pourquoi est-ce que sur les réseaux sociaux, c'est un autre récit qui circule? Eh bien, voilà ce qui s'est passé en fait après la mort de Divine. C'est la mère a publié plusieurs vidéos. Elle a publié naturellement cette vidéo qui tourne actuellement énormément. Là où elle interpelle Chantal Biya, elle interpelle les affaires sociales, bref, les organisations pour lui venir en aide. Elle dit qu'elle n'a personne, qu'elle n'a rien, il faut qu'on l'aide. Et lui, il n'a pas supporté cela. Pas par manque de cœur, pas du tout, mais parce qu'il estime que ce n'est pas comme ça qu'il faille que les choses se fassent. Il m'a dit, tu prends un avocat, tu portes plainte, tu suis la procédure. Voilà, en tant qu'officier de l'armée camerounaise, tu ne fais pas de la mort de ton enfant un appel à la pitié sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et là, il faut comprendre aussi le contexte. Comme je disais tantôt, lui, il est un officier de l'armée. Il a reconnu son enfant, il s'occupe de son enfant, paie les frais de scolarité, toutes les autres charges et tout. Et ça veut dire que dans le cadre militaire, donc, il y a un mécanisme de soutien dont l'armée verse en fait des aides quand un militaire perd un enfant. Il y a également des camarades qui vont également lui venir en aide financièrement, parlant qui vont cotiser. Et tout ça, c'est déjà en train de se mettre en place. Donc, quand il voit la mère se présenter publiquement comme quelqu'un qui n'a absolument aucun soutien, alors que lui, il est en train de payer la morgue, l'autopsie, l'avocat, de gérer, bref, toute la procédure devant le procureur, et qu'à côté de cela, on l'accuse de vouloir faire un arrangement à l'amiable, forcément, ça le touche. Et honnêtement, moi, je peux le comprendre, je le comprends d'ailleurs. Il a donc très clairement fait comprendre à la mère de sa fille qu'il faille qu'elle fasse des choses dignement, passer par la justice et de ne pas en faire un spectacle. Donc tout ça a été interprété comme une tentative d'arrangement à l'amiable, alors qu'il a saisi le procureur. Est-ce que c'est lui qui a poussé pour que le transfert du suspect se fasse à la gendarmerie? Aucune intention de vouloir étouffer l'affaire. Il voulait que l'affaire, cela soit réglé tout simplement dans les règles. Et puis, il y a encore un truc qu'il m'a dit et que je préfère mentionner maintenant parce que ça fait partie également du tableau. La mère de Divine, en fait, a eu un autre enfant. C'est-à-dire depuis l'enfant est encore en très bas âge, ce qui signifie qu'il y a un autre père dans l'histoire. Mais malgré ça, la grand-mère de Divine, c'est-à-dire la mère de la mère, lui demande en fait de lui acheter le téléphone parce qu'il a les moyens, parce qu'il est officier. Il a fait comprendre, écoute, j'ai toujours pris soin de mon enfant, j'ai les preuves, j'ai les factures, elles sont là, mais je ne suis pas non plus le portefeuille de toute la famille. La mère de Divine aujourd'hui a un autre homme dans sa vie, ils ont un enfant ensemble, ce n'est pas à moi de financer l'achat de son téléphone. Et un autre point qui le touche profondément et que je comprends tout à fait, c'est qu'il y a aujourd'hui une pétition qui circule, une pétition, alors que lui, il a déjà porté l'affaire devant les autorités, il a déjà saisi les autorités compétentes, il a saisi un avocat, il a obtenu un ordre du procureur, il a déjà un transfert du suspect qui a été fait à la gendarmerie. Donc les procédures judiciaires sont en cours, elles avancent, et pendant ce temps-là, les procédures, donc du moins les pétitions circulent comme s'il n'y avait personne derrière cette affaire, comme si l'enfant n'avait pas de père, comme si
personne ne se battait pour elle. Alors vous imaginez très certainement ce que ça fait. Tu es en train de remuer ciel et terre dans les bureaux du procureur et sur les réseaux sociaux, on fait comme si tu n'existais pas. Et c'est là qu'il faut comprendre en réalité tout ce que ça implique pour lui concrètement. On parle d'un officier de l'armée camerounaise, un capitaine, un médecin militaire. Très certainement dans les prochaines années, il sera commandant. Et d'ici 8 ans, il aura d'autres grades supérieurs. Il a une carrière et cette carrière elle repose aussi sur une réputation. Et quand on te présente déjà publiquement comme un père absent et irresponsable et que les pétitions circulent avec ton nom associé à une affaire aussi grave que ta propre famille est exposée sur les réseaux sociaux, eh bien, vous vous doutez bien que ça ne reste pas sans conséquences. Dans le milieu militaire, ce genre de choses remonte et ça se sait et ça peut tout simplement freiner ta carrière, voire la briser tout simplement. Et c'est ça qui est difficile à avaler parce qu'au fond, quand tu regardes froidement la situation, il y a quelque chose qui ressemble à de l'instrumentalisation. On prend un drame, le pire drame possible, la mort d'un enfant, et au lieu de laisser la justice faire son travail, au lieu de laisser la justice travailler, on transforme ça en campagne publique. On lance des appels, on lance des pétitions, on organise des panels sur les réseaux sociaux pour dénigrer. On se présente en victime sur les réseaux. Et derrière, celui qui paie, c'est celui qui agit, c'est celui qui porte plainte, c'est celui-là qu'on est en train de salir. Logiquement, il y a un moment où il faut se demander, est-ce que tout ça, c'est vraiment pour Divine? Ou est-ce que c'est tout simplement devenu autre chose? Alors, moi, je ne juge personne. Je pense très profondément que la mère a perdu son enfant et la douleur d'une mère, personne ne peut la remettre en question. Mais les faits sont les faits et les faits, c'est que cet homme, le père de Divine, a fait ce qu'il avait à faire et qu'au lieu d'être reconnu pour ça, on est en train de... Vous avez eu à suivre. Je vais commencer d'abord par le cas de Divine Mbarga à Tangana. Je veux d'abord préciser que dans un premier temps, je ne voudrais pas peut-être m'insurger comme juge. Le problème est déjà en justice. Ce qui est sûr, dans les jours qui viennent, les procès vont commencer certainement. Les enquêtes sont en train d'être faites. Et je crois que on doit laisser à la justice camerounaise de déterminer le vrai coupable. Parce que, vous savez, dans notre société, on ne peut pas faire ce qu'on appelle la justice populaire parce que nous ne sommes pas des spécialistes de la justice. On peut voir quelque chose. Les gens peuvent dire quelque chose. On peut entendre des choses. Mais il y a des spécialistes, des personnes qui ont été formées pour analyser ces choses et connaître la vérité ou nous rapprocher le plus possible de la vérité. C'est vrai. Ne faisons pas les erreurs. C'est-à-dire cette erreur de vouloir accuser les personnes peut-être faussement. Parce que quoi? Il est très dangereux de salir la réputation d'un homme. Je voudrais dans un premier temps attirer l'attention sur le fait que si c'est lui qui est coupable, c'est qui est sûr c'est arrêté. Il y a une personne qui a dit récemment, tout dernièrement, que la police scientifique camerounaise ou africaine n'est pas très bonne. Je veux lui dire c'est faux. J'ai voulu faire une vidéo pour attirer son attention sur le fait que notre police ou notre gendarmerie, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent la police judiciaire, sont des personnes hautement formées. Ceux qui travaillent au Cameroun sont des personnes qui sont formées et qui maîtrisent leur art, c'est-à-dire leur métier. Je veux attirer son attention que lorsqu'on veut trouver le coupable, on le trouve toujours. Pas des faux coupables, c'est-à-dire pas des personnes qu'on place uniquement pour peut-être remplir les formalités, non. Ce sont parfois les vrais, parce que la vérité est toujours sûre et connue. Et on peut connaître la vérité. Parce que les témoignages que les gens font peuvent être vrais ou bien faux. Vous avez eu à entendre la sœur ou la sœur de la mère de la défunte. Elle a dit sa part. Vous avez eu à entendre l'ancien camarade de classe du père de la défunte. En fait, la mère de la défunte a, si vous regardez par exemple ces témoignages, elle a tendance à donner l'impression que le père de la défunte veut négocier, que le père de l'enfant veut négocier ou que le père de l'enfant est en train de vouloir prendre de l'argent pour pouvoir ne pas aller en procès. Mais la vérité est tout autre. Vous savez,
vous avez vu dans cette vidéo que le monsieur, c'est-à-dire monsieur, le père de l'enfant, parce que la mère donne l'impression que le père ne s'est jamais occupé. Mais vous voyez vous-même que l'enfant porte le nom du père. Et moi, je crois que dans le fond, peut-être la mère de l'enfant veut tirer profit. Si c'était moi, je ne veux pas vous cacher. Dans un premier temps, je vais soupçonner tout le monde. Tout le monde, pourquoi? Parce que, n'oublions pas, cet enfant était un enfant malade. C'est-à-dire, quand on parle de la glycémie, ça veut dire que certainement, ça devait être un enfant qui devait avoir peut-être du diabète. Parce que ce sont les enfants qui souffrent du diabète qu'on mesure souvent leur glycémie. C'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. C'est ça en fait la glycémie. Et vous voyez par exemple que, ayant un enfant malade comme ça, avec une personne, pour moi, l'une des premières personnes que j'aurais tendance à vouloir accuser, c'est d'abord que je voulais... Bon, je ne veux pas entrer dans les détails. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que il faut pas que je ne peux pas remplacer la justice. Ce n'est pas à moi de faire la justice. Il y a des spécialistes qui sont là. Mais tout le monde, toute la famille, que ce soit le père, la mère, les voisins, tous les gens qui les amis, tout ça comme ça, ils seront, qu'ils attendent parce qu'ils seront incriminés. Et à la fin, on va découvrir la vérité. Parce que, en fait, notre société est en train de se dégrader. Est en train d'aller dans un sens qu'on ne comprend pas. Les enfants, nous devons les protéger. Nos enfants, vos enfants, les enfants. Moi, je suis habitué à travailler avec les enfants et ils se confient souvent à moi. Ils se confient souvent à nous. Si vous pouvez imaginer ce que les enfants subissent tous les jours, dans les maisons des oncles, dans les maisons des tantes, dans les maisons des amis, chez la grand-mère, chez le grand-père, au village, partout, dans les villes, à l'école, dans les églises, dans les mosquées. Si vous pouvez imaginer ce que ces enfants-là subissent, vous n'allez même pas parler. Mais moi, je me dis, aidons nos enfants à réussir. Aidons-les à construire leur propre vie. Ils ne seront pas là pour détruire leur vie. Ils ne nous ont rien fait de mal. Ces enfants ne nous ont rien fait de mal. Et la société doit les protéger. Et c'est la raison pour laquelle notre justice existe. Et c'est la raison pour laquelle elle a pris les choses en main. Et moi, j'ai confiance en elle. Laissons la justice faire son travail. Ce n'est pas à nous. Nous ne sommes pas la justice. Nous sommes là pour attirer l'attention de la justice. Nous sommes là pour attirer l'attention de ceux qui nous gouvernent. Pour que les cas comme ça, qu'on ne puisse pas laisser. Il y a des personnes qui ont dit que qu'on le libère parce qu'il faut qu'on l'attrape et qu'on lui donne sa leçon. Qu'est-ce qui nous prouve que peut-être c'est lui? C'est pas parce que les enfants disent des choses, les enfants peuvent mentir. Ce qui est sûr, à la fin, tôt ou tard, on va découvrir la vérité. On a dit qu'on a retrouvé celui du sperme. C'est vrai que jusqu'à là, les spécialistes des recherches de la police scientifique camerounaise savent comment ils font leurs recherches, comment ils font leurs travaux. Ils vont connaître la vérité. Moi, je suis certain. Et par exemple, si c'est un piège qu'on a tendu à ce monsieur-là, la vérité sera sûre et connue. Je voulais surtout dans cette vidéo attirer l'attention sur le fait que nous devons tout faire pour protéger nos enfants. Et nous devons beaucoup prier. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas, bon, vous allez m'excuser, hein, c'est mon opinion à moi. Pourquoi est-ce que l'arrivée du pape au Cameroun, avant son arrivée, il y a des choses comme ça? C'est-à-dire, c'est comme s'il y a quelque chose là qui passe dans la tête des gens. C'est comme si la tête des gens s'est gâtée et ils se mettent à faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Personnellement, il me dit que nous devons beaucoup prier. Beaucoup prier pour nos enfants, beaucoup prier pour notre pays, pour nos dirigeants. Beaucoup prier même pour le pape qui est en train de venir dans notre pays, le Cameroun. Parce qu'en ce mois d'avril, certainement, on nous a fait comprendre que le pape devait venir au Cameroun pendant ce mois d'avril. Franchement, il faut qu'on prie beaucoup. Pourquoi? Est-ce que c'est à la veille de son arrivée que les choses comme ça arrivent? Est-ce que ça a un rapport avec lui? Franchement, prions beaucoup. Prions beaucoup et essayons de faire les efforts de protéger nos enfants. Nous devons tout faire pour que nos enfants soient en sécurité à tous les niveaux. Et je voudrais préciser aussi que c'est pas parce que
la dame est fâchée contre son mari parce qu'elle aurait voulu qu'il puisse l'épouser. Il n'a que 30 ans. Ce médecin n'a que 30 ans. Il faut qu'elle soit patiente, c'est l'amour. Et ce n'est pas facile pour lui. C'est vrai, il est capitaine. Il est capitaine dans l'armée, mais le problème c'est que on doit savoir qu'il est plus posé. Il ne peut pas faire les choses avec les émotions. C'est vrai, c'est son enfant, mais il doit être posé. Et un officier supérieur, ce n'est pas n'importe qui. Il parle du père de l'enfant. Donc moi je crois que il ne faut pas que on interprète sa position, peut-être sa façon de faire comme si les officiers supérieurs doivent être des personnes posées. Ça doit être des personnes qui ne réagissent pas suivant les émotions. Ils doivent être posés, ils doivent avoir ce qu'on appelle le sang-froid. C'est vrai, c'est son enfant, mais il doit avoir le sang-froid. C'est pas parce que c'est son enfant qui doit créer des dégâts, qui doit bousculer ou bien chercher à faire, à se rendre justice. Non. Parce que peut-être la mère de l'enfant aurait souhaité qu'il utilise la brutalité, qu'il utilise la force, qu'il vienne peut-être là chercher à tuer les gens ou bien chercher. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Il est pondéré, il est posé. Il doit avoir ce qu'on appelle le sang-froid. Il doit être posé, il doit être modéré. Il ne doit pas chercher à se faire justice. Et c'est ça qu'il est en train de faire, je crois. Et je crois que la justice va faire son travail. Et il faut qu'on essaye de faire tout pour aider notre société à être plus solide. Nous ne devons pas accuser les gens vaguement. Nous devons éviter autant que possible cela. C'est-à-dire accuser les gens vaguement. Chercher à accuser les gens n'importe comment. On doit éviter autant que possible cela. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement, Inch'Allah.